Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous allons poursuivre notre troisième chapitre relatif au processus de gestion, avec notamment le sixième point traitant du processus d'organisation. En effet, les problèmes d'organisation sont de plus en plus complexes et délicats, car ils interfèrent toujours avec des problèmes humains. Les problèmes sont complexes étant donné qu'il y a une dimension humaine qui est mise en jeu. Et l'entreprise tente en permanence de renforcer son efficacité tout en limitant ses coûts. Les choix stratégiques d'une organisation portent sur deux niveaux en tenant compte de ce constat. D'abord, la place accordée à la structure globale et ensuite l'aménagement interne de chaque direction. Ça peut être un service, un bureau ou une équipe. L'entreprise adopte une structure qui va définir le type d'organisation. Et donc, le type d'organisation est déterminé par la structure adoptée. L'entreprise dépend dans ce sens de différents facteurs, tels que la taille de la firme, la taille de l'entreprise et de son stade de développement, sa concentration géographique, la nature et la répartition de ses activités. Donc, en général, l'entreprise dépend de ces facteurs qui sont à la base de l'adoption d'une telle ou telle forme d'organisation. Rappelez-vous, nous avons étudié en premier semestre les facteurs de la contingence qui expliquent les formes ou les configurations organisationnelles adoptées par les entreprises. Et donc, étudier le processus d'organisation revient d'abord à identifier la structure ou la typologie des structures que les entreprises peuvent adopter. Bien entendu, cette forme d'organisation est tributaire de trois facteurs fondamentaux. La taille de l'entreprise et son stade de développement, la concentration géographique et la nature et la répartition de ses activités. D'autres facteurs également peuvent être discutés, à savoir notamment le nombre de niveaux hiérarchiques, donc la profondeur hiérarchique ou l'intensité hiérarchique d'une organisation, le système de communication adopté, notamment en matière de la circulation de l'information et des flux informationnels en interne et aussi vis-à-vis de l'environnement, et également la personnalité des dirigeants. Différentes contradictions peuvent être présentes, telles que la stabilité et l'adaptabilité. Comment on peut allier entre ces deux contradictions? La spécialisation et la coordination, l'efficacité et l'optimisation des coûts, ainsi de suite. C'est pour cela que appréhender le processus de gestion renvoie à plusieurs complexités qui sont de nature organisationnelle, mais également humaine. Commençons donc par les principes fondamentaux de l'organisation, que nous avons déjà démarré en premier semestre et qu'on va approfondir préalablement dans ce chapitre. Cette partie permet de comprendre le comportement du personnel et des managers dans diverses situations. Quelles sont donc les bases du comportement humain? L'individu est unique et différent, et chaque manager doit prendre en considération cette différence pour une meilleure performance. Aujourd'hui, de plus en plus, le management des ressources humaines fait face au défi de la diversité-inclusion, dans la mesure où la diversité considère que l'individu est unique et différent, et chaque manager doit prendre en considération cette différence pour une meilleure performance. Des facteurs internes et externes influencent le comportement de l'individu au travail, les capacités d'apprentissage, les motivations,
la perception des acteurs, leur attitude et la personnalité font partie des facteurs externes. Parmi les facteurs internes de l'entreprise figure par exemple le système de rémunération en usage au sein de l'organisation, le directoire, sa composition, son fonctionnement, le conseil d'administration, la structure de l'organisation avec notamment les niveaux hiérarchiques, les systèmes de communication, le style de management. C'est ce qu'on entend donc par les bases du comportement, bien entendu, humain. Quelles sont les perspectives dans lesquelles s'inscrivent les situations? Les behavioristes ou les chercheurs spécialistes dans les sciences du comportement affirment que le comportement individuel est le résultat du lien entre la personnalité de l'individu et la situation dans laquelle elle se trouve. Donc, selon ces spécialistes, le comportement individuel au sein d'une entreprise est un résultat entre à la fois sa personnalité et la situation dans laquelle elle se trouve. Pour mieux analyser le comportement de l'individu dans le contexte de son travail, nous devons analyser les pressions qu'il subit et surtout les effets d'un mode organisationnel adopté. Une gestion contingente permet de comprendre les facteurs qui sont en cause, les composantes d'une situation spécifique, la structure de l'organisation, les pressions exercées par le groupe auquel on appartient, le mode de direction, le stress généré par le travail, la politique menée par l'organisation. Donc plusieurs dimensions qui sont à analyser en matière de la gestion de contingence et qui permet de comprendre les facteurs qui sont en cause, c'est-à-dire qui expliquent le comportement des individus au regard à certaines considérations. Donc là, nous avons vu les bases du comportement humain, l'interaction entre structure et procédure, et on va voir aussi l'interdépendance dans l'exécution de la tâche. Commençons donc par l'interaction entre structure et procédure. La structure de l'organisation est une sorte de regroupement du personnel. Par exemple, la structure d'UPS, de DHL ou celle de FedEx repose sur la cellule de base que constitue chaque centre de service. Les chauffeurs dépendants de chacun de ces centres assurent la livraison des paquets aux clients. Chaque centre assume la responsabilité de réaliser ses propres livraisons dans les délais prévus. La procédure se rapporte à la manière dont sont effectuées les tâches accomplies par l'organisation et à partir de là, donc, la prise de décision, le mode de direction, la communication, la motivation et les manières de résoudre les conflits relèvent des procédures. Donc, ce qu'on appelle structure de l'organisation est la manière par laquelle les ressources humaines est regroupée. C'est-à-dire comment on arrive à gérer les effectifs, le capital humain en entreprise. La procédure se rapporte à la manière dont sont effectuées les tâches accomplies par l'organisation, à travers donc les exemples que je vous ai donnés par rapport aux structures d'UPS, DHL et FedEx. Et effectivement, la prise de décision, le mode de direction, la communication interne et externe, les techniques de motivation, les manières de résoudre les conflits relèvent beaucoup plus de procédures. Et donc, la structure et la procédure fonctionnent ensemble. Ainsi, il faut analyser les éléments du comportement organisationnel qui agit sur la structure ainsi que sur les procédures. Le comportement organisationnel est défini au regard justement à la dimension humaine. Et à ce sujet, le comportement des employés au sein des organisations
a 5 composantes de base. Les mécanismes individuels, les mécanismes interpersonnels et ceux du groupe, les mécanismes organisationnels, l'interaction des mécanismes, à la fois individuels, collectifs et organisationnels, et enfin le changement individuel et organisationnel. Commençons par les mécanismes individuels. Ils sont constitués de la personnalité, des attitudes, de la perception, des attributions, du style des managers dans la résolution des problèmes, de l'apprentissage, du renforcement des capacités et de la motivation dans le travail. Quand on parle des mécanismes individuels, on fait allusion principalement à la personnalité des individus, leur attitude, leur perception, leur attribution, leur style de management dans la résolution des problèmes, mais également dans l'apprentissage qui sont amenés à développer au sein de l'entreprise, le renforcement des capacités à travers également la consolidation et le développement des compétences, et enfin les techniques de motivation dans le travail et qui permettent donc de renforcer l'engagement individuel au sein de l'entreprise. Deuxième composante de base pour appréhender le comportement des employés au sein des organisations renvoie donc aux mécanismes interpersonnels et ceux du groupe. En lien avec la communication interpersonnelle, la dynamique des groupes, la dynamique entre les groupes et le leadership. C'est-à-dire, au-delà des mécanismes individuels liés à l'individu, il faut aussi appréhender, analyser les mécanismes interpersonnels, c'est-à-dire entre les personnes formant un groupe, en lien avec ce qu'on appelle la communication interpersonnelle, la dynamique du groupe, l'intelligence collective et le leadership collectif, de manière à passer d'un engagement individuel à un engagement collectif qui va stimuler la dynamique des groupes et la performance sociale. Troisième composante de base renvoie au mécanisme organisationnel cette fois-ci. Donc, il s'agit de la culture de l'entreprise, c'est-à-dire les valeurs, les principes qui sont partagés au sein d'une entreprise. Le système de définition des postes, comment on arrive à identifier les postes, à identifier leurs missions, les tâches, les attributions spécifiques au poste et les interactions organisationnelles et hiérarchiques qui en découlent. Les référentiels de compétences et la conception de l'organisation. Donc, au-delà des mécanismes individuels et des mécanismes de groupe ou interpersonnels, il y a également les mécanismes organisationnels qui renvoient à la culture de l'entreprise, à la manière par laquelle on définit les postes et on affecte les postes, les référentiels des emplois et des compétences et en général la conception de l'organisation en tant que structure avec ses éléments et ses organes. Quatrième composante de base, c'est justement l'interaction. L'interaction des mécanismes individuels, collectifs et organisationnels. Il ne faut pas prendre les mécanismes d'une manière isolée, mais il faut aussi analyser les effets d'interdépendance. Un mécanisme individuel peut aussi avoir des effets sur un mécanisme interpersonnel et organisationnel, et vice-versa. Et à partir de là, il faut prendre en considération les effets d'interdépendance qui sont à la base de cette interaction. Et enfin, la dernière composante renvoie au changement individuel et organisationnel. Il s'agit de la stratégie de carrière, la nature du changement organisationnel planifié et les méthodes de changement organisationnel planifié. Il s'agit donc de prendre en considération à la fois les évolutions individuelles en matière de carrière, de promotion, mais également les évolutions de l'organisation à travers ce qu'on appelle la conduite du changement. Chaque organisation est amenée, au bout de certains temps, de se transformer, de se développer. Et à partir de là, les mutations et les changements constituent également une composante fondamentale qui explique ou qui permet de comprendre le comportement des employés au sein
des organisations. Il s'agit donc de la stratégie de carrière, la nature du changement organisationnel planifié et les méthodes et les approches du changement qui sont mises en place. Et donc, des relations changeantes et dynamiques sont présentes entre ces différentes composantes et ils sont facilement visibles en entreprise. Passons donc au troisième point, l'interdépendance dans l'exécution de la tâche. Quand il s'agit d'exécuter une tâche, trois principaux types d'interdépendance existent. Il y a ce qu'on appelle l'interdépendance d'équipe, l'interdépendance séquentielle et l'interdépendance réciproque. Il y a interdépendance d'équipe quand chaque département est autonome et contribue de façon réduite à l'organisation. C'est ce qu'on appelle l'interdépendance d'équipe. C'est lorsque chaque département, chaque unité, ça peut être service, unité, équipe, est autonome, mais elle contribue de façon réduite à l'organisation. Par exemple, les nombreux pôles, directions, départements, services et bureaux de l'ONA, l'Omnium nord-africain, c'est une entreprise marocaine qui devient le MEDA par la suite, n'entretient pas entre eux des rapports quotidiens pour les prises de décision, la coordination et la communication. Donc, on a nombreux pôles, direction, départements, services et bureaux, qui n'entretiennent pas entre eux des rapports quotidiens pour les prises de décision, la coordination et la communication. Les services et les bureaux d'une entreprise, tels que la centrale laitière, sont interdépendants avec le pôle agroalimentaire de l'entreprise ONA et qui coordonne et fixe les politiques qu'appliqueront les entreprises du pôle telles que le Sieur, Unigral, Cristal ou la Cosumar. Ces entreprises sont interdépendantes dans le sens où elles coordonnent et fixent les politiques qu'appliqueront les directions et les services en matière de production, de vente et de services en vue d'atteindre les objectifs du pôle. Et donc, il y a interdépendance d'équipe quand chaque département est autonome, mais il contribue de façon réduite à l'organisation. Nous avons vu à travers cet exemple que l'entreprise en a, à travers ses pôles, direction, département, service, sont autonomes, mais ils contribuent d'une manière réduite à l'organisation dans la mesure où ils n'entretiennent pas entre eux des rapports quotidiens pour la prise de décision, pour la coordination et la communication, chaque entité autonome, mais certains services contribuent de façon réduite à l'organisation. Par exemple, les bureaux, tels que la centrale laitière, sont interdépendants avec le pôle agroalimentaire de l'ONA, qui coordonne et fixe les politiques qu'appliqueront les entreprises de d'autres pôles comme les Sieur, Unigral, Cristal ou la Cosumar. Et ces entreprises sont interdépendantes dans le sens où elles coordonnent et fixent les politiques qu'appliqueront les directions et les services sur le plan de la production, des ventes, des services pour atteindre les objectifs du pôle. Et donc, ce que vous devez retenir, c'est qu'il y a interdépendance d'équipe lorsque chaque équipe est autonome, mais elle contribue de façon réduite à l'organisation de l'ensemble. Passons à la deuxième interdépendance qui est séquentielle. Donc, il y a interdépendance séquentielle quand chaque entreprise gère ses processus selon une suite logique d'approvisionnement, de production, de commercialisation, de financement, de gestion des ressources humaines, des systèmes d'information, etc. Et donc, on parle d'interdépendance séquentielle lorsque l'entreprise gère ses processus selon une suite logique. Et enfin, l'interdépendance réciproque, qui est la plus complexe des trois, et l'interdépendance d'équipe reste la plus simple. Donc, quand il y a donc des interdépendances réciproques, c'est-à-dire à la fois d'équipe et séquentielle. Quand il y a une augmentation de l'interdépendance, cela mène vers un seuil élevé d'intégration des départements. Lorsque les départements réciproquement interdépendants sont sous l'autorité d'un supérieur commun,
cela facilite l'intégration et minimise les coûts, notamment les coûts relatifs au processus de communication. Donc, quand il y a une augmentation de l'interdépendance, cela mène vers un seuil élevé d'intégration des départements. Et lorsque les départements réciproquement interdépendants, donc ils sont interdépendants d'une manière réciproque, sont sous l'autorité d'un supérieur commun, cela facilite l'intégration et minimise les coûts, notamment les coûts relatifs au processus de la communication. Par exemple, il est probable que les départements respectivement responsables des enquêtes de marché, de la publicité et des ventes dépendront du vice-président ou du directeur chargé du marketing. Ces départements doivent aussi communiquer entre eux beaucoup plus qu'avec, par exemple, le service responsable d'entretien. Un deuxième exemple, les départements respectivement responsables du projet du Maroc vert dépendront plus du ministre de l'Agriculture et de la Pêche et peuvent avoir des liens avec les ministères de l'Intérieur, de l'Équipement, de l'Urbanisme, d'aménagement, du territoire et de l'habitat, voire même les régions et les collectivités. C'est-à-dire que les départements respectivement responsables de stratégie Maroc vert seront dépendants beaucoup plus du ministère ou du ministre de l'Agriculture et de la Pêche, et ils peuvent avoir des liens avec d'autres départements comme le ministère de l'Intérieur, de l'Équipement, de l'Urbanisme, de l'Aménagement territoire et d'habitat, des régions même et des collectivités locales. Les nouvelles technologies informatiques modifient le travail des employés. Elles ont un effet sur la structure des organisations et la circulation de l'information en interne. Par exemple, le cas de la Digital Equipment Corporation, DEC, montre comment cette entreprise utilise les technologies d'informatique pour la bonne gestion des différentes tâches interdépendantes, notamment en matière d'interdépendance séquentielle et réciproque. En effet, dans cette entreprise, le système d'information est devenu le pivot principal de ses activités. Le cas de Maroc Télécom s'inscrit de plus en plus dans la même logique avec ses serveurs. Sans oublier également le système bancaire dont le système d'information constitue le pivot principal des différentes activités et il permet d'assurer le bon fonctionnement des structures bancaires notamment. Donc, en partant de ces éléments, l'organisation peut s'inscrire dans un système mécaniste qui fait appel fréquemment à des règles et réglementations formelles, la centralisation de la prise de décision, par exemple, la définition étroite des responsabilités attribuées à chaque fonction et la rigidité de la voie hiérarchique, notamment pour le cas des administrations publiques. Il peut s'inscrire à l'inverse dans un système organique qui est différent par rapport au système mécanique. Le système organique utilise peu ou modérément les règles et les réglementations formelles, applique aux prises de décision le principe de la décentralisation et de la consultation, ne définit que vaguement les responsabilités liées aux fonctions et adopte une structure de pouvoir souple qui comporte peu de niveaux hiérarchiques. C'est le cas, par exemple, de certaines entreprises semi-publiques et privées. Les entreprises qui utilisent la technologie pour des tâches routinières, faible incertitude sur la tâche et sur les flux de travail, et qui opèrent dans un environnement homogène, voire même stable, peuvent utiliser efficacement le système mécaniste. À l'inverse, les entreprises qui utilisent peu ou modérément les règles et les réglementations formelles appliquent aux prises de décision le principe de la décentralisation et de la consultation, ne définissent que vaguement les responsabilités liées aux fonctions et adoptent une structure de pouvoir souple qui comporte peu de niveaux hiérarchiques et opèrent dans un environnement hétérogène instable, peuvent se doter utilement des systèmes organiques. Et donc, un système mécaniste est essentiellement synonyme de bureaucratie. Donc, en capitalisant sur l'ensemble des éléments, on distingue deux types de systèmes.
Le système mécaniste, qui fait appel fréquemment à des règles et réglementations formelles, comme par exemple la centralisation de la prise de décision, la définition étroite des responsabilités attribuées à chaque fonction et la rigidité de la voie hiérarchique, quand on observe par exemple dans le cas des administrations publiques. Et le deuxième système qui est beaucoup plus organique, qui utilise peu ou modérément les règles et les réglementations formelles, qui applique aux prises de décision le principe de la décentralisation, de la consultation avec l'ensemble des parties prenantes, et ne définit que vaguement les responsabilités liées aux fonctions et adopte une structure de pouvoir souple avec des niveaux hiérarchiques relativement faibles. C'est le cas notamment de certaines entreprises semi-publiques et privées. Et donc, adopter un système dépend des spécificités internes de l'entreprise, mais également de ses environnements. Généralement, les entreprises qui opèrent dans un environnement homogène et voire même stable, elles peuvent adopter un système mécaniste. Les entreprises, elles, qui opèrent dans un environnement turbulent, hétérogène et instable, peuvent se doter utilement d'un système organique. Et généralement, donc, un système mécaniste est essentiellement synonyme de bureaucratie. En définitive, tout système d'organisation a des conséquences sur la hiérarchie, l'autorité, la division du travail et le système de contrôle. Donc, pour récapituler, le processus d'organisation tient compte principalement de la structure de l'organisation et de la manière par laquelle une entreprise va décider quant à la configuration ou la forme organisationnelle qu'elle va adopter. Et on vous a expliqué que les entreprises dépendent dans ce sens de différents facteurs, tels que la taille et le stade de développement de l'entreprise, sa position géographique, sa concentration géographique, la nature et la répartition de ses activités, le nombre de niveaux hiérarchiques, le système de communication adopté, la personnalité des dirigeants, avec notamment les éventuelles contradictions auxquelles elles doivent faire face. Et pour étudier les fondamentaux de l'organisation, nous avons distingué principalement les bases du comportement humain, les interactions en structure et procédure, et l'interdépendance dans l'exécution des tâches en distinguant les trois types d'interdépendance d'équipe, lorsque chaque département est autonome, mais il contribue de façon réduite à l'organisation, l'interdépendance séquentielle, lorsque l'entreprise gère ses processus selon une suite logique, l'interdépendance réciproque, qui est la plus complexe de ces trois dimensions. Et à partir de là, les entreprises généralement ont le choix de s'inscrire dans un système mécaniste orienté beaucoup plus règles et réglementations formelles, avec de la concentration, comme le cas des administrations publiques, et des systèmes organiques qui sont plus ouverts, plus flexibles, et qui sont observés notamment dans certaines entreprises semi-publiques et privées. Et quand on parle de système mécaniste, on fait allusion à la bureaucratie qui existe au sein d'une entreprise. Et donc, généralement, en définitive, on peut dire que tout système d'organisation a des conséquences à la fois sur la hiérarchie, sur l'autorité, la division de travail et le système de contrôle. La hiérarchie, c'est-à-dire les niveaux hiérarchiques et les structures des responsabilités. L'autorité, c'est le pouvoir accordé aux personnes de manière à leur doter de la légitimité hiérarchique. La division de travail, la répartition des tâches, la définition des postes, l'affectation des postes et le système de contrôle interne qui permet de faire face à la contradiction entre l'efficacité et les coûts de l'organisation. Voilà, je pense que je vais terminer sur ce point et je continue préalablement le système de contrôle pour la séance suivante. Merci.